Bonjour. Donc, j'enchaîne avec le cas clinique suivant du service de neurologie de Casablanca que nous avons intitulé À la frontière des périls quand l'artère hésite. Donc, c'est le cas d'un homme de 47 ans qui est hypertendu sous bithérapie à base d'IEC et d'amlodipine et qui est suivi pour un B7 cutanéo-muqueux depuis 2022 qui a été mis sous cyclophosphamide. Il a reçu au total 4 cures. Puis par la suite, c'est un patient qui a arrêté de lui-même tout traitement et tout suivi. Donc, c'est un patient qui a été admis aux urgences le 26 septembre 2025 pour un trouble de conscience, d'installation brutale, sans convulsion et sans fièvre. Donc, quand on l'a vu aux urgences, c'est un patient qui était comateux avec un GCS à 6/15e. Il était stable sur le plan hémodynamique et respiratoire avec une température normale, des pupilles symétriques et réactives, des réflexes du tronc qui étaient présents, un score de Liège à 14 correspondant à un coma qui était modéré. Donc, à ce stade, quand on l'a vu, plusieurs hypothèses diagnostiques ont été soulevées. Je ne sais pas si vous voulez qu'on discute les hypothèses diagnostiques, on passe directement à l'imagerie. C'est en fait, on a pensé au vasculaire. Un neuro-B7, oui. Mais il a des troubles de vigilance. De conscience, d'installation brutale. Ouais. Oui. Pour rester unis. Si un neuro-B7 peut se compliquer par un coma. Oui. Par des troubles de vie, bien sûr. Brutal. Et on les a eu, bon. Donc c'est possible. Étant donné le contexte. Et puis après, bien sûr, toutes les autres hypothèses. Donc, mais tout le monde aurait demandé une imagerie en urgence. Il était sous endoxon avant? Il a reçu au total 4 bolus d'endoxon, mais la dernière perfusion, elle remontait déjà à 2 ans avant. Ah, d'accord. C'est pas nous. Ah non, mais on est d'accord. Oui. C'était quoi? On n'a pas entendu. Non, mais là, je suis étonné qu'il est sous endoxon pour un B7 cutanéo-muqueux. Oui. Mais pour dire, parfois, il y a des attitudes un peu, mais bon. Non, il était cutanéo-muqueux, isolé, initialement. Il n'y avait pas d'atteinte mis par les oculaire, internistes, oui. Oui, c'était une aphthose bipolaire uniquement. Pour dire parfois que... Ok, on avance, on fait l'IRM. Donc voilà, on fait l'IRM cérébral. Donc je vous lance l'IRM cérébral. Alors, la séquence diffusant. Tout le monde est focalisé sur le tronc cérébral. Oula. Alors, qui veut puisqu'elle vous a lancé l'IRM, qui veut se lancer? Donc, c'est pas psychogène. Pour, Allez, interprétation. Je suis sûr que c'est pas psychogène. Donc, il y a des anomalies au niveau du territoire des thalamiques et paramédian territoire de l'artère perchorale en général. Donc, ce qui explique un peu le trouble de conscience et ça diffuse au niveau, on va dire même au niveau mésencéphalique. Il y a même des spots au niveau des territoires, au niveau des ACP, des deux côtés, et même un petit spot qui était, je pense, mésencéphalique postérieur, un petit spot. Donc, on va... Voilà. Des petites choses, peut-être. Et la DCT négatif, donc la DCT bas, donc c'est plutôt nature ischémique. Alors, on avait cette lésion au niveau bithalamique, on avait les lésions au niveau du mésencéphale, et puis on avait les spots ischémiques au niveau des deux côtés. Oui. Et un peu postérieur aussi, protubérantiel. Et puis on avait un hypersignal en périV4 ici. Oui. Oui. Ça dépasse de déjà toute façon que l'ACP soit bilatéral, ça dérange. Oui. Vasculaire, mais aussi inflammatoire. Des spots comme ça. Au niveau des mécanismes. En fait, la DC, il est bas sur les c'est tellement, c'est coupé au couteau que c'est vraiment un territoire vasculaire artériel. Associé à des ACP aussi. Peut-être la même chose, le même mécanisme, on verra. Sur la diffusion. C'est pas mais c'est pas oui, tu veux répondre, Sadia, par rapport à la topographie. C'est pas du tout ça. Généralement, le veineux, ça prend tout le territoire des thalamus, beaucoup plus diffus, parfois même un peu les noyaux, avec souvent, comme c'est la veine de Galien, souvent c'est bilatéral, assez symétrique, mais vraiment très, très. Et plutôt vasogénique au début, pas cytotoxique. Et puis, certainement vasogénique, donc on n'aura pas de restriction de la diffusion dans les AVC veineux. Donc, clairement.
Donc voilà, il y avait la Très bien. restriction franche de l'ADC. Hein, on Donc, avance. on avance avec la séquence. Reste avec le micro. Alors, la séquence flair. Est-ce que le flair est positif? Alors, le flair, il est positif, mais il y avait d'autres choses à observer sur le flair. On avait déjà cette petite lésion au niveau bulbaire. Alors. Là, on est bulbaire. Tu peux avancer le plus important, peut-être en haut. Oui, vas-y. Donc, il y a la petite lésion, elle est toujours là. Petite lésion là. Alors, la lésion mésencéphalique. Et puis une lésion ici. Une lésion plus ancienne. Plusieurs. Substance blanche. Oui. Je vous passe le T de l'étoile. De toute façon, il n'y avait pas de transformation hémorragique et on n'avait pas identifié de thrombus sur... Pas de microblitz? Peut-être un petit microblitz ici, Oui. mais voilà, ça dépendra en fait... Cortical. Oui. Alors, l'angioteuf. Attends. Avant l'angioteuf, donc, Fawzi, qu'est-ce qu'on peut émettre comme hypothèse topographique éventuellement vasculaire? Topographique? Ça veut dire on est dans une atteinte artérielle. Il faut voir les ACP. Il faut voir les ACP et le tronc basilaire. Il y a cette lésion quand même qui dépasse le territoire des... Qui est plus ancienne. Les plus anciennes. Et qui n'est pas certaine qu'elle soit vasculaire aussi. D'accord. On est dans un CEP-like B7 ou quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Donc, on passe au teuf, donc sous réserve d'une mauvaise qualité. Donc, voici son teuf. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait interpréter le... Oui, bien sûr. Basilaire. C'est la même chose. Les ACP. La terminaison du tronc basilaire. Alors, on va essayer de revenir ici. Quelque chose là. Il est bizarre cet aspect. Ouais. Il est un peu dilaté, quoi. Non? On n'a pas les reconstructions, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a sur la première IRM, oui. Donc, sa terminaison est un petit peu... Oui, quand même. Une flaque. Oui, peut-être à sa terminaison, il devient... Anévrismal ou ectasique. Ouais. Regarde, une ACP comme ça, c'est trop. Non, moi, je pense, tu es d'accord, c'est plutôt la vertébrale, ça. C'est la vertébrale, ce qu'on voit. Et la vertébrale est peut-être ectasique aussi. La gauche. Là, tu n'as pas une vue de face de l'angios? D'accord. Mais on va vous montrer en fait un angioscanner. Donc, en tout cas, on est dérangé par la terminaison. D'accord. Du tronc. On avait aussi, au niveau de la lésion qui apparaît un peu séquelaire, on avait l'impression que il y avait un hypersignalance en centre, ce que peut-être c'est une artère. Oui. La lésion qui était un peu ancienne, on avait l'impression qu'elle prenait le contraste. Oui. Punctiforme. Là. Je pense que c'est une injection. Oui. On a l'angio. En fait, c'est une imagerie qui a été faite à titre externe avant qu'on reçoit le patient. C'est tout ce qu'on a pu avoir comme... Mais c'est tout ce qu'on peut sortir de cette imagerie. Oui. D'accord. D'accord. Donc, on avance, on a une... Donc, voilà. Donc, on avait une atteinte bitalamique. Donc, le bilan cardiaque qu'on avait fait initialement, on a fait un ECG, une ETT, une ETO qui était sans anomalie, dans l'hypothèse d'un perchoron ou bien d'ACP qui est embolique, sur un terrain d'hypocoagulabilité favorisé par son BC. Donc, on fait un angioscanner cérébral. Ah, c'est mieux.
Et maintenant, je vous montre les résultats de l'angioscanner. Vertébrale. C'est du vasculaire qui pourrait interpréter et montrer les anomalies. Pour les vertébrales. Il y a des ectasies, des vertébrales et du tronc basilaire. Oui. Là, par exemple, les ectasies. Regardez ici, par exemple. La terminaison de l'axallier, si tu veux. Fais tourner le corona. De regarder, au fait, les vaisseaux sur toute leur trajet. Parce que là, on a l'impression que c'est clair, il y a quelque chose sur la vertébrale, la vertébrale à droite, qui semble être ectasique. Mais est-ce qu'elle est ectasique sur toute? Ah oui, mais ça, non, moi, je vois les clichés dynamiques. Regarde, c'est plus bas. Pardon. Si tu, non, Hadi, s'il te plaît, Hadi, c'est ça. Là, on est très bas. On n'est pas sur. Oui. Oh oui, justement. C'est les deux artères vertébrales. Là, on n'est pas sur les ACP. Hein. Non, ouais, c'est la vertébrale, il y a une ectasie. Mais quand tu vas vers le tronc basilaire, ouais. Il est pathologique. Oui, peut-être un peu, oui. Vas-y, continue. Ça continue déjà. Oui. Ah oui, en plus, il y a deux choses, oui. Exactement. Il y a une dilatation de la terminaison du tronc basilaire. Tu veux mais Aja? Est-ce que l'ACP à gauche est bouchée? Oui. Parce qu'en fait, l'ACP, on n'arrive pas à la voir. L'ACP gauche, elle ne sort pas du tronc basilaire. On avait l'impression qu'elle sort à travers une communicante postérieure qui était grêle. Donc, on voit ici sur l'angioscan à droite, c'est la veine. Ouais. Ça fait ACP la forme de... Oui. Mais c'est trop pour une communicante aussi grêle que ça? Non. Parce que la communicante était très grêle. Déroule ça, s'il te plaît. Mais je pense qu'on peut avancer parce que c'est une discussion un peu... Donc voilà. Donc en résumé, c'est ce qu'on avait comme anomalie, une dilatation des deux vertébrales. Les deux vertébrales étaient malades avec une dilatation ectasique du tronc basilaire, du sommet. Oui, alors je vous relance la vidéo pour voir aussi la carotide interne à gauche, parce qu'elle aussi, elle était anévrismale. Donc on va la suivre. Alors ici... Un peu dilaté. La gauche, oui, dans le siphon. Très bien. Voilà. OK. Donc les dilatations anévrismales, système vertébro-basilaire et carotidien. Donc notre hypothèse, quelle est notre hypothèse? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle fait... Voilà. Pourquoi? Dilatation, pathologique, ectasique. Ectasie, voilà. Fusiforme. Non, mais justement, c'est pour bien analyser sa forme et dire est-ce que c'est l'artériographie. C'est-à-dire il faut... dans le sens saculaire. Ah oui, dans un... Non, ça n'a pas l'air d'être saculaire, là. Si, c'est... Non, mais on ne peut pas dire ça n'a pas l'air. Je pense que c'est tellement un diagnostic tellement très important qu'il faut aller à l'artériographie. Dans ces cas-là. Oui, on peut avancer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est probablement passé? Il y avait une thrombus de cette dilatation qui a bouché le perchon? A priori, non. Il n'y avait pas de thrombus au niveau des anévrismes, parce que quand même l'imagerie, elle a été réalisée à J2 de la symptomatologie sans aucun traitement. Et voilà, les ACP, on avait l'impression surtout là, en fait, l'ACP droite, on avait l'impression qu'elle était perméable. Donc nous, l'hypothèse qu'on avait évoquée devant ce tableau, c'est surtout des vascularites, en fait des AVC ischémiques sur vascularites, sur maladie de Bestet. Donc dans ce sens, on a fait une ponction Lambert qui avait objectivé une hyperprotéinorachie sans cellules. Donc, cependant, c'était pas spécifique. Donc, on avait complété par la recherche des bandes oligoclonales qui étaient positives. Donc, on avait des bandes oligoclonales qui sont restreintes au SR.
Donc voilà, qui confirme la nature inflammatoire, en fait un processus inflammatoire au niveau du système nerveux central. Alors puisque c'est un patient qui avait des dilatations au niveau intracrânien, on avait complété par l'angioscanner de l'aorte thoracique et abdominale à la recherche d'autres pathologies artérielles qui étaient sans anomalie. Et c'est un patient qu'on a mis sous corticothérapie par bolus pendant 5 jours, puis par relais péreuse. Avec une amélioration, on a mis l'aspirine comme anti-agrégation plaquettaire. Et c'est un patient qui s'est amélioré nettement sur le plan vigilance. Donc, il a repris une vigilance normale après son amélioration, on a constaté des troubles oculomoteurs à type d'ophtalmoplégie internucléaire. Oui, c'était bilatéral. C'est un patient initialement qui était en trouble de conscience, donc on n'arrivait pas, mais après, oui, il est déficitaire. Oui, il est tétraplégique. Oui, on peut avancer. Donc, on avait refait une imagerie après le bolus qu'on avait mis. Donc, sur la diffusion, on avait la négativation des lésions qu'on avait vues initialement. Alors, c'est négativé parce que c'était le délai, quoi. Oui, c'était le délai. Une lésion ischémique. Non, c'est pas par rapport... Ah, si c'est ischémique. Ah non. Parce que la diffusion, ça se négative au bout de semaine, d'un mois en général. Même avec les dilatations. La diffusion, c'est négativé. C'est tout. On ne peut pas dire que c'est dû au corticoïde. C'est artériel un peu, oui. Alors, sur le flair, on avait... Toujours là. Au niveau mésencéphalique, on avait l'anomalie, mais au niveau en fait bithalamique, on avait quand même l'impression que ça a disparu. Mais c'est surtout relié à un fogging effect, parce que sur l'injection, on va voir que ça prenait le contraste. Alors sur le T2 étoile, pas grand-chose. Et puis ici, on avait les séquences en joue avec toujours ces dilatations au niveau des artères vertébrales. Peut-être un peu moins, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça devient un peu plus... c'est moins flasque, quoi. Une artère moins flasque. Moi, je pense que oui. Hein. Bon, ici, la dilatation de la carotide, elle est devenue plus évidente qu'avant. Là, voilà. Et puis, il y a le sommet. Mais j'ai l'impression, moi aussi, que c'est moins dilaté, non? De l'artère vaisseau, mais c'est au niveau parenchymateux. D'accord? C'est au niveau parenchymateux. Où les choses, donc, ils en semblent avoir disparu. Oui. Non? En fait, c'est les mêmes lésions. Mais en fait, la tente bithalamique, c'est la discussion un peu éternelle en matière de B7. Les lésions peuvent parfois être parenchymateuses, parfois veineuses, mais parfois artérielles. Et peut-être qu'il y a un mix de tout cela. On est d'accord. Il y a des artérites aussi dues donc au B7. Et ça peut être les doubles associations. À la fois atteinte parenchymateuse, attendez, et atteinte artérielle. Et bon, dans notre série, je pense qu'il y avait des cas. Il y avait même des thromboses de la carotide. Ah non, Oui, la maladie, la maladie de B7, c'est une atteinte vasculaire qui touche essentiellement quand même les veines. Et c'est pour ça que ça peut toucher les artères. Oui, mais c'est exceptionnel. Et je ne sais pas, est-ce que vous non, avez mais attends, moi je suis d'accord par rapport avec M. Alaoui par rapport à un aspect. Les percherons classiques, généralement, ils laissent des cicatrices aussi importantes que ça. Ben, ils sont là. Ah, mais il y avait un fogging effect, mais on doit voir après. L'hyposignal mésencéphalique qui est là. Mais bon, non, mais la discussion physiopathologique est intéressante, moi je pense. Mais c'est classique, par exemple, dans la maladie de B7, surtout au niveau de l'atteinte pulmonaire et cardiaque, il y a plus souvent des lésions qui sont un peu pseudo-anévrismales, plus que le problème qui se pose essentiellement entre les neuro-B7 et l'angiome B7 cérébral. C'est que classiquement, en général, dans l'angiome B7 cérébral, il n'y a pas beaucoup de réactions inflammatoires au niveau de LCR. Contrairement au neuro-B7, il y a souvent une réaction inflammatoire. Ça, c'est un angiome B7. Le plus important pour le malade, c'est que vous avez mis l'hypothèse que c'est inflammatoire, vous avez mis le solumateur. Oui. Au lieu de dire c'est un problème artériel vasculaire et se croiser les bras, je pense que c'est ça le plus important. Vascularite artérielle. Voilà, vascularite artérielle.
les territoires du Percheron prennent le contraste à la phase aiguë. Une petite rupture de la barrière. Ça, c'est le contrôle. C'est comme ça. La diffusion négative, la prise de contraste persiste quelques... Oui, mais mineur. Voilà. Regarde la lésion hypo. Moi, je pensais beaucoup moins dilaté, moins... Oui, moi, je pense que c'est beaucoup moins dilaté et que c'est moins étendu. La dilatation n'a plus cet aspect fusiforme. Et même les vertébrales, je trouve qu'elles sont de meilleur aspect, moins dilatées. De toute façon, on a refait un Voilà, on fait un vol angioscanner. Ah, c'est la dernière. Donc, voilà. Alors, je vais lancer le angioscanner. Suspense. Ah, c'est moins dilaté. La vertébrale. Ah non. Ah non. Ah non. C'est une dilatation fusiforme. Vas-y, vas-y. Lance aussi le coronal. Il y a aussi la carotide. C'est des ectasies qu'on voit. La terminaison est toujours pathologique. Le B7, il est... Allez. Oui, donc on peut... Donc voilà ce qu'on avait comme image sur l'angioscanner. Donc finalement, on avait retenu une vascularite sur maladie de B7, une vascularite artérielle. Alors à l'origine en fait des AVC ischémiques, c'est un patient qui est toujours hospitalisé chez nous. On prévoit de le mettre sous un traitement immunosuppresseur de haute efficacité puisque c'est quand même un patient qui fait une manifestation neurologique grave. Donc rapidement aussi. Oui, bien sûr. Juste répondons à la question, est-ce qu'il y a eu des cas de vascularite du B7 artérielle avec ectasie? Oui. Alors, il y a les deux qui sont décrits. Alors, il y a les ectasies et il y a les sténoses et les deux peuvent survenir de la même fréquence avec un risque accru d'AVC ischémique chez les malades de B7. Alors, jusqu'à présent, c'est une présentation qui est quand même rare. 25 cas décrits dans la littérature depuis la découverte du neuro B7, surtout des anévrismes avec des hémorragies sous-arachnoïdiennes, 2 cas qui ont été décrits avec des manifestations ischémiques. Donc ce cas souligne surtout l'intérêt de reconnaître cette pathologie parce que le pronostic dépend étroitement de la prise en charge, soulignant que même les présentations les plus rares méritent une attention particulière. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.